Bonjour. Dans cette séance, nous allons parler des KPI. Nous verrons quels sont les KPI pertinents pour un Scrum Master. Et parmi ces KPI, nous discuterons de la capacité de l'équipe, de la vélocité de l'équipe, de sa prédictibilité, du burn-down chart et bien d'autres indicateurs de performance. Pour traquer les KPI, il faut déjà à l'avance euh, identifier les index de performance sur lesquels on veut faire l'évaluation. Et généralement, au début du sprint, il faut déjà évaluer la capacité de ton équipe. Dans ton équipe, tu as un certain nombre, tu m'arrêtes à tout moment quand tu as une question, hein. Dans ton Ok, équipe, tu as des ressources et ces ressources-là ont une certaine disponibilité. Et par rapport à cette disponibilité-là, dans ton sprint de, je dis n'importe quoi, 2 semaines, il faudrait que tu saches combien de, quelle est la capacité que tu disposes en termes jour-homme. Et aussi, lorsque tu as identifié la capacité de l'équipe en jour-homme sur les 2 semaines, il faudrait que tu prévois 20% d'occupation de ces ressources pour les réunions et 80% pour le temps. Je dis n'importe quoi. Je prends par exemple un développeur de mon équipe qui s'appelle par exemple Ali. ok, Si je suppose que Ali est un développeur et qu'il est disponible 100% sur le projet, parce que les ressources peuvent être allouées dans plusieurs projets. Il est disponible d'accord, 100%. Je vais prévoir que 80%, c'est le temps qui va être utilisé pour produire réellement. Et puis 20%, c'est le temps qui va être utilisé dans les rencontres. Ça, c'est 20% dans les rencontres. Et puis d'accord, 80%, ce sera pour produire. Donc, lorsque tu as identifié toutes tes ressources à 100%, euh, je prends un cas simple, un développeur par exemple, que j'identifie à 100% et prévoit qu'à 80%, il va travailler mon sprint. Là, nous sommes sur des sprints de 3 semaines, donc 15 jours de travail. Celui-ci, par exemple, sur les 15 jours de travail, il va devoir s'absenter 5 jours. Donc, je prévois ça que dans mon sprint, j'ai un développeur qui va s'absenter 5 jours. Pourquoi je mets la jour de vacances 5 jours? Si dans les 15 jours du sprint, il y a des jours fériés, je prévois également ces jours fériés-là. Dans ce cas-ci, dans mes 15 jours, je n'ai pas de jours fériés. Et au total, ça fait donc que ce développeur-ci sera disponible 7 jours. 7 jours comment? J'ai pris les 15 jours qui étaient disponibles au début. J'ai soustrait les 5 jours. J'ai soustrait les 5 jours. Il s'absentait. Il me ok, restait 10 jours. Et sur les 10 jours restants, j'ai pris les 80% de ces jours-là. Normalement, je devrais être ici à 8. Il y a certainement une erreur dans le calcul. Certainement une d'accord, erreur dans le calcul. Mais sinon, ici, on devrait être à 8. Idem pour toutes les autres ressources. Cependant, il y a des ressources dans mon cas, j'ai des ressources ici, les analystes qui sont également les QA. Donc, les ressources peuvent faire les mêmes choses. Mes analystes sont des QA. Et quand je les prends même, je prévois que mon analyste il va faire 10% de son temps dans les analyses et puis 30% dans les tests. Et ces mêmes ressources, d'accord, les analystes vont passer vont faire une autre partie de leur temps dans la préparation des sprints à venir, vu qu'il y a le sprint en cours qui doit être livré, il y a les prochains sprints qui doivent être préparés, donc rédiger les spécifications, préparer, mettre les tickets à ready to sprint. Je pense qu'il dit ready to sprint, ça te dit quelque chose. oui, c'est clair. Pour que ces tickets-là soient donc prêts, il faudrait que quelqu'un travaille dessus. Donc, pendant que les développeurs sont dans leur sprint en train de développer, il faudrait qu'il y ait une équipe en amont qui prépare déjà les sprints à venir, qui commence déjà à documenter les user stories des autres sprints. Donc, c'est pourquoi j'ai généralement une section
dans la planification de ma capacité qui prend en compte ces ressources-là. Là, par exemple, j'ai tous mes analystes qui sont déjà ici et ils sont occupés à 40%. Donc, 40% de leur temps part dans la préparation. Les développeurs, quant à eux, ils n'interviennent pas dans la préparation. Ils sont dans le sprint, on ne veut pas les déranger. Ok. Il y a également, généralement, il y a l'architecte qui intervient. L'architecte intervient dans la préparation. Bon, là, je n'ai pas mis mon architecte. Si oui, je l'ai mis. Ça, il doit être, je l'ai pris ici à 40% pour qu'il soit, il doit être à 40%, il doit être à 80%. J'ai mon architecte qui est également dans la préparation à 40%. Dans le développement, il est à 40%, ça fait qu'il est à 80%. Si je prends ma ressource SIMPICH, qui est un analyste, dans la préparation, il est à 40%, dans les tests, il est à 30%, et dans l'analyse, il est à 10%. L'analyse, ici, juste pour expliquer, c'est ce qu'on appelle l'analyse résiduelle. Je vais mettre ça là, analyse résiduelle. Analyse résiduelle, c'est juste quoi? C'est que quand on a fini de préparer un sprint ici, en amont, donc, supposons qu'on est en train de développer le sprint 1, il faut qu'à la fin du sprint 1, on commence immédiatement le sprint 2. Il faudrait que le backlog du sprint 2 soit préparé en amont et qu'on ait fait des séances d'affinage. Donc, pendant que vous faites le sprint 1, l'équipe de préparation travaille déjà sur le sprint 2, prépare les user stories et organise chaque semaine des séances d'affinage d'une heure. Donc, le mercredi, par chaque mercredi, ils viennent pendant une heure, ils vous présentent voici les tickets qui vont passer dans le prochain sprint. Je prends n'importe quoi. Développer, par exemple, la création d'un utilisateur. Ils documentent ça, ils viennent vous présenter. Lorsqu'il faudra développer la création d'un utilisateur, voici les différents éléments qu'il faudra prendre en compte. Ça considérera à faire si ça, les critères d'acceptation seront ça. Jusque-là, nous sommes ensemble. Oui, ça va, je vous écoute bien. Je ne peux pas vous OK. déranger. Il y a l'équipe de préparation qui prépare les sprints à venir et ça occupe les analystes, vu que ce sont toujours les analystes qui préparent les sprints à venir. Ça prend 40% de leur temps. Donc, on fait le calcul, ça va donner un certain nombre de jours qui ressemble à ça. Lorsque j'ai fini d'évaluer la capacité de mon équipe, je fais le total. Bon, pour le Scrum Master, généralement, on ne va pas compter son temps, c'est zéro partout. Je fais le total. Ça me donne combien quand j'additionne tous les jours. Tu as vu que dans mon total, j'ai juste pris la partie de développement des tests, tout ça. J'ai pris ça. Je n'ai pas pris la partie préparation parce que c'est un effort de travail qui ne va pas produire un résultat pour le sprint en cours, mais pour le prochain sprint. Ça fait donc que la capacité disponible de mon équipe est de 55 jours. 55 jours de travail. Donc, l'équipe pourra travailler seulement pour 55 jours. Sur le projet, ou pour le sprint 1? Pour le sprint en cours, pour le sprint 1, parce que là, ils sont en train de calculer la capacité disponible pour mon sprint 1. Ça me donne 55 jours. D'accord. OK. J'ai parlé tantôt de l'analyse résiduelle. Je ne sais pas si j'avais terminé. Tu as compris, c'était quoi? Non, je n'ai pas compris. Okay. L'analyse résiduelle, c'était quoi? Lorsque l'équipe qui fait la préparation termine la préparation d'un sprint, on démarre le sprint, on attribue un ticket à un développeur. Le développeur travaille. Pendant qu'il travaille, il se rend compte que si je mets un peu ça visuel, voilà. Ça, c'est... OK, exactement. Quand je parlais de préparation, écris tout ça en tant qu'utilisateur connecté, critères d'acceptation, mettre les flows, s'assurer qu'il y a les flows aussi, mettre les mots que le designer produit ça. Il y a quelqu'un qui doit s'assurer que tous ces éléments soient faits. Et la personne qui fait ça, il fait ça dans la phase de préparation. Quand il a donc terminé la préparation lors de l'affinage, il vient présenter ça au développeur.
et les développeurs font les estimations. Et lorsque tous ces éléments sont disponibles, on dit que la story est ready to sprint et ça peut entrer. Ready to sprint, c'est juste pour dire qu'on peut mettre ça dans un sprint, les développeurs comment. Au cours du sprint, il peut arriver que le développeur, pendant qu'il développe ça, il se rende compte qu'il y a peut-être un élément qui manque, il y a un point qui n'est pas trop clair. Il faudrait que l'analyste lui apporte plus de clarification sur la story là. Il va donc solliciter l'analyste. L'analyste va organiser soit une séance de travail pour lui expliquer ça, ou alors l'analyste va aller faire d'autres recherches vers le client pour clarifier la demande et revenir vers le développeur. Et ce temps-là, c'est un temps qui doit être, c'est un temps que l'analyste a besoin. Il a besoin de ça pour faire ce travail-là. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse résiduelle. Donc, aller chercher l'information complémentaire, ajouter les informations complémentaires sur les stories en cours. C'est ça qu'on appelle l'analyse résiduelle. Et on prévoit environ 10% du temps des analystes pour le faire. Donc là, c'est une supposition. On a supposé que dans notre contexte, on aura besoin d'environ 10% du temps des analystes. C'est clair maintenant? Oui, ça va. Ok. Super. On suppose donc qu'on a 50 jours de travail. Maintenant, pour les 50 jours de travail, ça correspond à quelle vélocité environ? Chez nous, on a décidé avec le client, s'est accordé avec le client de faire une certaine correspondance, d'utiliser la suite de Fibonacci et de lier cette suite de Fibonacci-là avec un certain nombre de jours. Le nombre de jours, c'est bien plus grand que ça. J'ai juste pris une partie pour faire mon estimation ici. On s'est dit qu'un jour, un point, ça correspond à un jour. Et puis, 5 points, c'était 3 jours, truc comme ça. J'ai juste pris la partie, dit une story de 13 points. Ça correspond à 13 jours. Pour dire que si un jour les développeurs estiment une story, lors de l'estimation, ils estiment que la story là vaut 13 points. S'il faut mettre ça en nombre de jours, ça va correspondre À 10 jours. à 10 jours. J'ai pris cette partie-ci, j'ai fait une correspondance j'ai fait une règle de 3 pour dire si 10 jours, on peut livrer 13 points. En 55 jours, on peut livrer combien? 71 points. Ça veut dire que lorsqu'on va aller dans le sprint planning, on va supposer que la capacité qu'on dispose est de 71 points. Ça veut dire qu'au cours du sprint, on peut livrer 71 points. Donc, quand on prend les stories pour mettre dans le sprint, on ne doit pas aller très au-delà de 71 points. Parce que si on prend par exemple 200 points, dit n'importe quoi, on aura fait de la planification pour planifier parce que réellement, on ne peut pas réaliser les 200 points vu qu'on a une main d'œuvre disponible, une capacité de seulement 71 points. Ça, c'est la partie estimation. C'est comme ça que j'estime la capacité de mon équipe. Et quand j'ai cette capacité-là, en tant que Scrum Master, tu fais ce travail en amont. Quand tu as ça maintenant, tu peux organiser ton planning, sachant que voilà le travail qu'on peut faire pour le sprint en cours. Jusque-là, c'est correct. J'aimerais, il y a un petit point que je ne comprends pas. Par exemple, quand on a fini de faire l'estimation sur le nombre de jours, on a dit on a environ 56 jours pour le sprint 1. Oui. Maintenant, comment on découpe, parce qu'on sait par exemple que le sprint peut durer 1 mois ou bien 2 semaines. Maintenant, comment on s'arrange, comment les 56 jours là, on les découpe soit en 2 semaines ou en 1 mois. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'ai peut-être pas bien compris la question, mais je vais un peu expliquer. Le sprint, ton sprint, dans ton contexte, tu décides que ton sprint, c'est soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit 4 semaines. Tu décides. Si vous partez sur des sprints de 4 semaines, ça sera 4 semaines tout le temps. Et si vous prenez des sprints de 4 semaines, sur 4 semaines, on a combien de jours de travail? On a 20 jours. D'accord, oui. Raison pour laquelle tu vas mettre ici, au lieu de 15, tu vas mettre 20. Et ça va faire que les chiffres vont changer. Dans le cas actuel, j'ai supposé qu'on a un sprint de 15 jours. Et j'ai fait les calculs, donc de 3 semaines. J'ai des sprints de 3 semaines. Sur 3 semaines, j'ai combien de jours de travail? 15 jours. Et dans les 15 jours, comme je disais, je suppose que mon équipe ne sera pas à 100% seulement en train de produire. Pour les développeurs, bon, pour tout le monde, c'est 80% de leur temps qui seront en train de travailler, 20% de leur temps ils seront en réunion. Je ne sais pas si ça répond à la question, sinon tu peux la reposer encore. J'ai l'impression d'avoir pas bien compris.
Bon, ça va, je pense que je comprends. Parce que je comprends parce que c'est le jour, Oui, Gaël, vas-y. Ok. Oui, en fait, je crois que Myriam avait cru que les 55 jours, c'est le nombre de jours du sprint, le nombre total de jours du sprint. Ah, ok. Maintenant, Ok, moi, je voudrais ajouter autre chose. Ça dépend un peu des projets et c'est sur quoi vous travaillez. Mais moi, j'ai vu des équipes où on se donne une autre marge de temps pour la gestion des incidents, si jamais on assure la maintenance d'une application déployée en production. Exactement. Donc, comme Gaël dit, il peut arriver que ici, moi, j'ai supposé juste que mon équipe est soit en train de développer, soit en train de faire la préparation. Il peut arriver que, comme il a dit, on est à faire, on est également, si on gère la production, qu'on ait également des bugs à gérer, des bugs à fixer. Et dans ces cas-là, tu vas encore supposer que peut-être 20% du temps, 30% du temps des développeurs, ils sont occupés à faire, à résoudre les bugs en production. Donc, tu vas faire tout ça et quand tu as fait ça, ça te permet de voir la capacité que tu disposes. Et les 55, si, comme il disait, c'est la capacité, comment je vais dire, quand on a additionné, on a le développeur si il est disponible quoi, 5 jours, j'ai arrondi à 5 jours. Le deuxième développeur, il est disponible 5 jours, l'autre 5 jours, les analystes 1 jour. Quand on additionne tout leur temps, c'est ça qui donne les 55 jours aussi. Un peu comme si, pour faire simple, tu as une équipe par exemple de 3 développeurs que tu gères sur une semaine. Chaque développeur peut travailler 5 jours sur une semaine. Quand tu fais la somme de tes 3 développeurs, ça fait 15 jours. Ça veut dire que la capacité sur une semaine de ton équipe, c'est 15 jours, oui. Donc, si tu prends un travail, tu ne dois pas prendre un travail qui dépasse 15 jours. Si tu prends un travail de plus de 15 jours, c'est clair qu'ils ne pourront pas terminer. D'accord. Donc, c'est ça la capacité de ton équipe. Maintenant, quand tu as estimé la capacité, tu vas entrer dans ton sprint et tu vas commencer ton sprint, tu vas l'exécuter jusqu'à la fin. Quand tu as terminé ton sprint, un autre rapport que je maintiens souvent, c'est celui-ci, la vélocité et la prédictivité. J'ai ici mes différents sprints, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. Donc, pour chaque sprint, je garde les informations. Je suppose que dans mon cas, la vélocité de mon équipe, c'est pas la vélocité. L'engagement de mon équipe à chaque sprint, c'est 80. Donc, au début, on part sur 80. Je supposais que c'était stable. Mais là, ça va dépendre de la capacité que tu auras estimée ici. Là, par exemple, on a vu que c'est 71. Bon, on va se dire qu'on ne va peut-être pas prendre exactement 71. On va prévoir peut-être prendre un peu plus de travail que si l'équipe est plus véloce que prévu, qu'elle ne manque pas de travail. À défaut d'aller chercher dans le backlog, on prévoit carrément déjà de mettre quelque chose dans notre sprint. Donc, on s'engage sur 80 points chaque sprint. On suppose qu'on a une équipe stable et la capacité est stable à 80 points. Mais si les gens partent en congé, comme on a dit, ça va changer. À la fin du sprint, on constate que la vélocité, c'est 50 points. Donc, quand on a terminé le sprint et qu'on calcule le nombre de points, le nombre de tickets qu'on a mis à donne, qu'on additionne les points, on trouve que c'est 50 points. Le sprint 2, 70 points. Le sprint 3, 75 points. Le sprint 4, 80. C'est ce qu'on observe sur la courbe ici. Les deux informations-ci, c'est ce qui est observé sur la courbe ici. On s'est engagé sur 80 points. 80 points. On a livré 50 points au sprint 1. Le sprint 2, on s'est engagé sur 80 points. On a livré 70 points. Ainsi de suite. OK. Là, c'est la proportion de complétion. Là, on voit qu'on a complété notre sprint à 63%, 88%, 94%, 100%. C'est juste pour dire que les 100%, c'est pour dire quoi? On s'est engagé sur 80 points
on a fait tous les 80 points. Ça veut dire qu'on a tout livré. Lors du sprint 1, on s'est engagé sur 80 points. On a terminé uniquement 50. Sprint 3, 80 points, on a livré 70 points. Si tu as, par exemple, ici, tu te rends compte que tu as fait peut-être 63 points. Ça veut dire que ta capacité de prévision, de prévoir l'avenir n'est pas bonne. Tu as prévu que tu vas faire 80, tu as fait 50. Ça veut dire que tu dois t'ajuster. Peut-être il faut réduire ton engagement. Au lieu de prévoir faire 80 points, peut-être il faut descendre à 50 points. Et c'est grâce à ça que tu vas définir ta roadmap. C'est grâce à ça que tu pourras dire, c'est grâce à ta capacité de prévision que tu pourras dire à ton client que je peux te livrer le projet dans 6 mois. Si tu dis par exemple que tu peux livrer le projet dans 6 mois et que après 1 mois, on voit que ta prédictivité est peut-être à 63%, ça veut dire que les 6 mois-là, on doit déjà pouvoir conjecturer et voir que sur les 6 mois, en fait, ça va prendre bien plus de temps. Pourtant, si le premier, après 1 mois, on voit que tu as une prédictivité de 100%, ça veut dire qu'on est sûr que on peut livrer dans les 6 mois. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ok, je comprends. Mais en fait, c'est dans la pratique. Oui, je comprends. Mais si je pratique moi-même 1 ou 2 fois, là, comme ça, j'aurai les bonnes réflexions, je comprends. Je comprends vraiment. Ok, donc c'est un peu ça. Cette courbe ici. Bon, je vais profiter de cette partie pour lever un équivoque comme nous on a souvent de notre côté. La vélocité n'est pas un marqueur de la compétence de l'équipe. Ce n'est pas sur la vélocité qu'on voit si une équipe est compétente, si elle a toujours 100% ce qu'elle est, elle est compétente. Non, non. Ouais. Et, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour faire de la prévision. Et c'est pour voir un peu, voir le comportement, la charge de travail que l'équipe peut mener pendant un bon bout de temps pour pouvoir prévenir un certain nombre de choses. Parce que moi, généralement, je travaillais dans des équipes où on faisait tout pour avoir une très bonne vélocité. C'est-à-dire, on prenait des récits simples, on donnait des story points, on la complexité en termes de story points pour augmenter sa vélocité, pour qu'on ait une bonne vélocité à la fin. En se disant que peut-être en regardant ça, peut-être le chef d'équipe, peut-être le directeur, quand il va avoir une vélocité de 100%, il va dire non, ces gars sont les gars qui travaillent dur. Non, la vélocité, c'est pas ça son rôle, c'est pas ça son truc. Donc, c'est ça, cet équivoque que je voulais élever. Exactement. C'est tout à fait ça. La vélocité, c'est pour voir la capacité de pouvoir faire les prévisions, les planifications, et non de pouvoir juger si l'équipe est performante ou pas. Même si après, il faudrait quand même que on ait les chiffres, parce que ça permet d'évaluer aussi l'équipe dans son ensemble, sa prévision et son engagement et tout. Mais pas de voir si elle est performante. Pas toujours. Ok. Oui. Ok, je demandais si ce travail cette prévision, c'est un travail qui est fait en amont par le Scrum Master avant de commencer le projet. Oui, c'est vrai. Avant de commencer le projet, le Scrum Master va faire un travail, il va faire des estimations sur les suppositions. Il va faire les suppositions, peut-être en fonction des projets passés, il va faire un certain nombre de suppositions. Sauf que ce ne seront que des suppositions jusqu'à ce qu'on commence à faire 1 sprint, 2 sprints, 3 sprints et qu'on commence à acquérir les vraies données. Comme on a dit, Scrum est empirique. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on fait 1 sprint, 2 sprints, 3 sprints. C'est généralement à partir du 4e sprint qu'on peut commencer déjà à faire de bonnes évaluations. Donc, en amont, tu fais juste des suppositions. Tu supposes que la vélocité de mon équipe sera de 60 points. Et quand tu fais ta roadmap ou ta planification, même si on dit que dans le sprint, on ne planifie pas, pour les gestionnaires, pour les chefs d'entreprise, ils ont besoin de savoir que le projet, si on peut le livrer dans combien de temps, ça peut coûter combien de budget. Donc, on doit pouvoir donner les grandes lignes. Dans la roadmap, on doit pouvoir dire que dans 6 mois, on aura livré telle partie du scope. Dans 1 an, on pourra être à tel niveau, même si
au fur et à mesure qu'on avance, on doit ajuster. On a quand même une prévision. Au début du sprint, tu vas supposer au début du projet, tu vas supposer une certaine vélocité et en fonction de cette vélocité-là, tu vas faire ta prévision. Quand tu avances un sprint, tu ajustes 2 sprints, tu fais les ajustements, 3 sprints, tu fais les ajustements. Et les ajustements que tu fais sont fonction des données que tu as collectées. Et des graphes comme ça te permettent de visualiser ça. Quand tu vas faire ta démonstration dans le board, dans le comité de direction du projet, tu ne vas pas venir avec les chiffres bizarres comme ça, présenter ça. D'accord. Bien, des tableaux compliqués comme ça que tu vas venir leur présenter. Non, quand tu pars au board, je vais peut-être montrer lors d'une séance, un de mes rapports de board que je présente. Tu vas partir avec un graphe comme ça. Quand lui voit le graphe comme ça, c'est très rapide. Il lit ça très rapidement quand tu présentes. Et tu as pu monter un graphe comme ça par rapport à plein d'autres calculs que tu as fait en amont. Tu vois qu'on a fait un tableau bizarre comme ça pour avoir les chiffres qui nous ont amenés dans un autre tableau encore, qui nous ont permis de sortir un graphe comme ça. Donc, le Scrum Master fait ces calculs-là. Il collecte les données, il fait les rapports, il compile par rapport à ça. Il voit les problèmes qui arrivent, il voit comment il anticipe, il propose des solutions, il remonte au board. Ouais. Ça répond? Autre question? En tout cas, je vois que c'est beaucoup de boulot en arrière parce que ça, j'ai jamais planifié comme ça. Non, c'est normal. Moi, au début, je ne savais pas qu'on faisait ça. Ça avait le temps que j'ai compris. J'ai jamais planifié comme ça. Et puis aussi, c'est vrai par rapport aux jours de congé, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'on tient compte, quand tu as présenté le fiche tableau, aux jours d'absence, tu as dit qu'on tenait compte, par exemple, des jours fériés qu'il pouvait avoir dans le mois ou même dans la semaine, bon, qui tombent dans le sprint. Est-ce que, par exemple, le Scrum Master peut décider dans sa planification, s'il n'y a pas de jour férié, de lui-même octroyer, par exemple, 2 jours comme ça, peut-être 2 jours, par exemple, dit, par exemple, mon développeur, par exemple, a droit à 2 jours d'absence. Et puis, Oui, en plus des jours fériés. oui, c'est ça ici. Il y a les jours fériés d'un côté qui vont OK. pas probablement affecter tout le monde si vous êtes dans la même zone géographique. Et puis, il y a les jours d'absence. Si tu sais que ton développeur, tu vas donner 2 jours à ton développeur ou bien ton développeur aura besoin de 2 jours pour se reposer, tu mets là 2 jours, c'est tout. Et quand tu mets 2 jours, ça va impacter tous les autres chiffres vont changer, ça va se répercuter là directement. Tu vois que là, ça va changer. Ce sont des formules derrière. Ouais, je vois. C'est correct? Oui, c'est correct, ça va. Enfin, Donc, beaucoup comme je disais, d'informations pour aujourd'hui, mais ça va. on pourra revenir une autre fois. Donc, comme je disais, l'élément clé, l'un des éléments clés pour le Scrum Master et pour le comité de direction, c'est la prédictivité de l'équipe. Est-ce que notre équipe a une bonne prédictivité? Si oui, c'est bon. Bien sûr, il y a d'autres indicateurs de performance. Je vois que ça fait peut-être beaucoup pour aujourd'hui. On pourra arrêter là et continuer davantage la prochaine fois avec un rapport de fin de sprint. Comment est-ce qu'on compile toutes ces informations-là dans un rapport de fin de sprint? Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça fait beaucoup d'informations, vraiment. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, je vais faire ma petite recherche dessus et puis moi-même essayer de faire un cas pratique. Ok, Que ouais, ce peut-être à serait la bien. prochaine séance, je vais vous présenter pour voir si j'ai compris. Là, comme ça, vous allez pouvoir relever les points d'incompréhension.